BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Oui, je sais, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, les bourses européennes sont dans le rouge, l'euro aussi, mais le marché crypto, lui, reste stable. Est-ce le calme avant la tempête? Réponse dans un instant avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Les NFT, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Assistons-nous à un redémarrage du marché? Si ça redémarre, sur quelle blockchain ça va se passer? Quelles seront les prochaines tendances? On a la chance d'avoir un spécialiste avec nous. Bonjour John Karp, bonjour, fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Bientôt 2 mois que le halving de Bitcoin a eu lieu. Comment se porte le mining du Bitcoin à l'échelle mondiale? Quelles sociétés s'en sortent et quelles sont celles qui s'en sortent moins et pourquoi? Là aussi, nous avons la chance d'avoir un spécialiste. Bonjour Sébastien Gouspiou, spécialiste du minage et cofondateur de Big Block Green Service. Alexandre, bonjour. Je le disais, 0% sur le Bitcoin aujourd'hui, 0% sur le Bitcoin sur une semaine. Donc là, on est très très calme, on latéralise. Il reste bloqué sur les 69 000 $, son record historique de 2021. Bon, a priori, pour vous, on en ressortira par le haut, par le bas. Qu'est-ce qui va se passer, Alexandre? Déjà, un premier constat sur la phase actuelle. C'est vrai que ce matin, l'actualité est phagocytée par la question politique. Les marchés financiers aussi, marché actions, marché taux, marché devises. Ça réagit quand même par rapport à ce qui s'est passé en France et en Europe plus globalement. Et les cryptos réagissent assez peu. C'est des tests intéressants. C'est comme ça qu'on voit, comme après les événements du 7 octobre, comme après des événements comme ça importants, on voit comment réagit cette classe d'actifs, valeur refuge, pas refuge, selon quel type d'événement ça réagit plus. Donc là, par exemple, l'aspect politique n'a pas eu de conséquences dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étape d'après, si on ne régit pas aujourd'hui sur l'aspect politique, ça va être mercredi, réunion de la Fed, avec d'abord l'inflation américaine vendredi après-midi et la décision de la Fed le soir, avec ses projections en plus. C'est une fois par trimestre. Donc c'est là qu'on voit si les membres de la Fed sont confiants sur le type d'inflation d'ici la fin de l'année et les années suivantes, ou est-ce qu'au contraire, ils vont un peu rehausser leurs objectifs. Donc selon moi, les actifs crypto vont plutôt réagir à partir de mercredi. Et on travaille sur le même scénario avec vous. On échange tous les lundis ensemble. Moi, je pense qu'on n'a pas encore à ce stade. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'on est dans une zone de laquelle on mettra un peu de temps à sortir, c'est 74 et 56. Je pense qu'on est dans une espèce de range comme ça. C'est moins le niveau technique qui décide que l'aspect monétaire, taux, flux, volonté de prendre du risque qui décide. Donc il y a un range, en gros, 56-74. Et tant qu'on n'a pas d'éléments palpables de la part de la Réserve fédérale américaine que ça y est, on enclenche le raisonnement des baisses de taux. La Fed l'a enclenché, plein de banques centrales l'ont enclenché, mais pas encore la Fed. Tant qu'on ne voit pas ça arriver, et le problème c'est que le rapport de vendredi, par exemple, sur l'emploi, était encore très solide. C'est pas de ça dont le marché a besoin et c'est pas de ça dont les cryptos ont besoin. C'est-à-dire que si on veut que ça aille plus haut, il va falloir qu'à un moment donné le dollar s'étende plus et que les taux américains, notamment les taux réels, s'étendent un peu plus fortement. Ce que vous êtes en train de nous dire, Alexandre, c'est que finalement le Bitcoin attend la Fed. Tant que la Fed ne bougera pas, a priori, il n'y aura pas d'explosion du cours du Bitcoin. Non, parce que je vois pas, alors peut-être qu'il y aura des choses nouvelles, mais je vois pas d'actu sectorielle en tout cas. On a eu donc les ETF Bitcoin, puis la partie Ethereum. Je vois pas d'actu sectorielle suffisamment forte aujourd'hui pour générer un mouvement qui serait en dehors des considérations d'autres marchés, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait au Bitcoin en tant que tel d'aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts tout de suite. Je pense qu'il est actuellement plutôt sensible aux questions d'ordre monétaire, taux, dollar ou autre. Et encore une fois, côté États-Unis, on voit que l'inflation a du mal à se détendre. Ce sera bientôt le cas dans quelques temps, je pense, mais on n'est pas encore arrivé à ça. Et donc je pense que le risque, qui n'est pas un gros risque, mais c'est que des 69, on puisse revoir 65, 60. Je pense que se balader dans cette zone quelques temps, c'est après, je pense, normal, mais c'est surtout une belle zone d'accumulation. C'est-à-dire celui qui se dit, j'ai raté tous les rallyes jusqu'à présent, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vends ou pas? Non, c'est plutôt ce qu'on appelle une zone d'accumulation. C'est-à-dire mieux vaut accumuler dedans pour jouer le prochain rallye que de se dire, j'ai raté le 75 000, donc je vends, si j'en ai, je vends tout, j'attends un point plus bas pour racheter. Non, ceux qui n'étaient pas présents sur cette classe d'actifs, c'est plutôt une vraie zone d'accumulation dans laquelle on est. Et Alexandre, pour finir, sur le reste du marché crypto, on imagine qu'il suivra a priori le métronome qui est le Bitcoin, que ce soit les altcoins, voire même les NFT dont on parlera dans quelques instants. Oui, même Ethereum, on voit qu'il y a des actus qui sont propres au secteur, mais dans pleine phase de marché, quand on voit que ça bouge sur certaines classes d'actifs, notamment les obligues, les taux et les chiffres macro-américains, on voit que Ethereum a aussi ces comportements-là. C'est devenu des classes d'actifs, en fait. C'est devenu des classes d'actifs qu'on regarde comme les actions, comme les obligues, comme le dollar. Donc, ils ont aussi, pas seulement, mais ils ont aussi beaucoup de comportements désormais qu'on observe sur d'autres marchés. Bon, eh bien, rendez-vous mercredi prochain en fin de journée sur cette antenne pour suivre la réunion de la Fed, la banque centrale américaine, qui fera peut-être bouger le cours du Bitcoin. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous, chef analyste chez IG. Sébastien, ça fait maintenant bientôt 2 mois qu'on a eu le fameux halving de Bitcoin. Bon, comment se porte le mining et les mineurs, je le rappelle, ça divise les récompenses allouées aux mineurs par 2. On voit qu'on a un Bitcoin qui avait déjà bien monté avant le halving, qui avait atteint son record historique avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. Depuis, on vient de le dire avec Alexandre Baradez,
on latéralise, on reste sur les 69 000 $. Pour l'instant, ça devrait rester comme ça encore un temps. Comment ça se passe du côté des mineurs ? Alors ça se passe plutôt pas mal. On a connu bien pire. Parce que tous les 4 ans, enfin tous les 210 000 blocs, on a cette même interrogation de la presse. Est-ce que les mineurs vont s'en sortir ? Est-ce qu'on n'est pas dans une période d'effondrement ? Et en fait, non, pas du tout. Alors effectivement, si on regarde le chiffre d'affaires d'un mineur la veille du halving et puis le lendemain du halving, effectivement, il perd 50% de son chiffre d'affaires. Et son chiffre d'affaires, il a exactement les mêmes charges. En gros, s'il produit 100 le mineur et qu'il a 30 d'électricité à payer, il lui reste 70. Le lendemain du halving, il n'a plus de 100, il n'a plus 100 de chiffre d'affaires, il n'a plus que 50. Mais il a toujours 30 d'électricité à payer. Donc pour peu que ce soit pas 30 d'électricité à payer et qu'il ait mais 50, il n'a plus rien. Voilà. Et c'est certainement le cas de certains mineurs aujourd'hui, mais il n'y a vraiment rien de dramatique. On sait que c'est des périodes, le mining c'est comme ça, il y a des périodes fastes et des périodes qui le sont moins. Si on regarde ce qui se passait il y a 4 ans lors du halving, on avait un bitcoin à un peu moins de 8 000 $. Et un hash rate qui était à 100 exahash. Là, au halving, on était à 630 exahash, donc à peu près 6 fois plus, sauf que le prix a fait beaucoup plus que 6 fois. C'est-à-dire qu'il est passé de 8 000 à 70 000. Donc vous êtes en train de nous dire, Alexandre, que finalement, ça c'est une bonne nouvelle pour les mineurs. Le prix a plus augmenté que le hash rate, c'est ça ? Le prix a beaucoup plus augmenté que le hash rate dans les 4 dernières années, ce qui n'avait pas été le cas du tout au dernier halving, en 2020, où là on était vraiment mal. C'est-à-dire qu'on avait un bitcoin à 8 000 alors qu'on l'avait connu à 20 000 3 ans plus tôt, que le hash rate avait explosé à la hausse et que le prix ne voulait pas remonter. Donc là, il y avait des inquiétudes à avoir. Là, il y en a très très peu. Comme d'habitude, on parle de la règle du dernier survivant. Il y a des mineurs qui vont débrancher. La problématique nouvelle qu'on a maintenant, c'est qu'on a des acteurs énormes qui bénéficient du puissant fond de l'appui de BlackRock et qui finalement ne débranchent pas même quand ils sont pas rentables. Justement, c'est intéressant ça parce que malgré ces bonnes nouvelles, on a vu des gros acteurs du mining, notamment américains, cotés en bourse. On a vu leur cours, pour certains, un peu dégringoler à l'approche du halving, avant le halving. Pourquoi une telle inquiétude comme ça sur les marchés, sur les sociétés minières qui sont pourtant a priori puissantes ? Puissante en termes de capitalisation, oui, mais effectivement, enfin, à mon sens, il y a à s'interroger sur leur modèle économique. Et donc là, il y a une critique qui est née il y a une semaine à peu près, vraiment très forte sur les publics, sur Riot Mining et les grosses publiques américaines. Effectivement, quand on regarde ces sociétés-là, ils n'ont pas les mêmes. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes principes que nous. C'est-à-dire que pour nous, il y a 2 principes, deux critères hyper intéressants pour réussir le mining le prix bas de l'électricité et la pérennité de ce prix bas. Et les Américains n'ont ni l'un ni l'autre. Ils payent l'électricité beaucoup plus cher que nous. Et en plus, leur prix d'électricité est fluctuant en fonction du prix du réseau, donc en fonction du prix du pétrole, en gros. Je parle surtout pour les Texans. Alors, ils arrivent à compenser ça avec des abattements fiscaux et des effacements, c'est-à-dire que quand le réseau leur demande, ils coupent. Ils reçoivent des primes en échange, des primes d'effacement. Donc, tout leur modèle économique est basé là-dessus. Et la critique, aujourd'hui, dit, attention, si on vous enlève ces 2 avantages, les abattements fiscaux et les primes d'effacement, vous n'êtes plus rentable, messieurs. Et donc, ça veut dire que votre action est surcotée. Pour qu'on comprenne bien... Sébastien, donc il y a un peu 2 types de mining entre guillemets, soit des grosses sociétés comme ça qui ont des avantages fiscaux et ces histoires de primes d'abattement aussi, soit des sociétés qui, comme vous a priori, vont chercher de l'énergie moins chère puisqu'elle est verte, donc qui n'est pas soumise aux fluctuations, notamment du cours du pétrole. C'est quoi ces 2 modèles économiques qui s'affrontent dans le mining ? Qui s'affrontent pas, non, mais qui sont vraiment très différents. Et donc, je pense que le modèle de ces mineurs américains rajoute du risque au risque. Le Bitcoin, c'est risqué, le mining, c'est risqué, mais alors... faire dépendre son activité uniquement de subventions d'État et de subventions régionales, enfin oui, de l'État du Texas en l'occurrence, c'est dangereux parce que l'État fédéral peut mettre son veto et c'est donc la crainte de certains boursicoteurs qui disent attention avec les publics, leur modèle économique est tout pourri, ça va s'écrouler. Bon, moi je vais pas aussi loin parce que je pense qu'ils ont les moyens de tenir éternellement justement avec l'apport de capital de sociétés comme BlackRock. Et est-ce que justement ces investisseurs qui étaient inquiets, qui ont notamment vendu certaines actions de sociétés mining puissantes cotées en bourse, est-ce que le halving qui a eu lieu, je le disais, il y a bientôt maintenant 2 mois, a eu un impact qui est visible sur les sociétés de mining ? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à débrancher concrètement ? A priori, non. Moi, j'ai pas vu de dégâts, encore une fois. C'est des sociétés comme Core Scientific ou Riot Mining ont beaucoup de trésorerie, même si aujourd'hui elles sont pas rentables et peut-être elles ne le seront pas pendant X mois, elles fermeront pas pour autant. Voilà. Mais le vrai danger sur lequel ils mettent l'accent, là, ça c'est assez nouveau, c'est sur la possibilité d'une perte de ces abattements fiscaux et ça vient d'arriver. Là, on a
on a Riot Mining là, qui vient de se faire supprimer son abattement fiscal sur sa nouvelle ferme, dont j'ai plus le nom là, mais ce risque-là existe et moi ça fait longtemps que je l'ai identifié. Je veux pas aller aux États-Unis à cause de ça. Je veux pas avoir une subvention d'État qui me garantisse la pérennité de mon travail et de mon activité. Oui, ça ce serait un problème pour vous. John Karp, bon, vous c'est plutôt NFT, mais je ne sais pas si vous avez une réaction avec ce qu'on est en train de dire là. Je trouve ça intéressant parce que c'est encore une fois, là, il y a les États-Unis, force et faiblesse des États-Unis, j'ai envie de dire. On a des élections américaines qui arrivent en novembre et je me demande si c'est pas ça aussi qui fragilise ou qui renforce certaines de ces boîtes, même si j'ai l'impression que ça se fait au niveau plutôt de l'État du Texas. Est-ce qu'au niveau fédéral, ça peut jouer sur le mining ? Ben c'est la crainte de ces gens qui aujourd'hui shortent les actions des publics. Ils pensent que l'État fédéral peut avoir un pouvoir de changement de cet état de fait, parce qu'en fait c'est une société ERCOT qui décide de donner les abattements à Riot Mining par exemple, c'est pas l'État fédéral, donc on verra comment ça va, mais en tous les cas ça crée une inconnue sur la pérennité de notre exploitation quand on dépend d'une subvention d'État ou d'une grosse société d'État. Et Sébastien, justement, un mot rapide des élections américaines. On voit qu'il y a un climat de plus en plus favorable à l'écosystème Web3 américain. Est-ce que pour vous, il y a le sujet du mining qui est mis sur la table? Est-ce que le prochain président des États-Unis pourrait avoir un impact positif ou négatif sur l'industrie du mining aux États-Unis, voire même sur l'industrie du mining à l'échelle mondiale? Oui, ça a beaucoup de sens parce que depuis que Biden ne tape plus sur les cryptos, là, on a 3 candidats à l'élection présidentielle qui sont tous les 3 friendly avec le Bitcoin maintenant. Donc on peut envisager que on pérennise complètement cette histoire d'abattement fiscal et de rachat de l'électricité des mineurs, donc les primes d'abattement, les primes d'effacement. Donc oui, ça joue beaucoup, mais en tout cas, la réputation de Bitcoin est en train de complètement changer aux États-Unis, et du coup, ça drive le monde. Et donc aujourd'hui, le Bitcoin comme le mining sont en période faste. C'est-à-dire que nous, on vient de voir là, coup sur coup, 4 études qui viennent de reconnaître le mining comme étant quelque chose de... Est-ce que le mining est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mining ne s'est jamais aussi bien porté? C'est clair, pour moi ça n'a jamais été aussi évidemment solide comme activité. Vous voyez, quand il y a 7-8 ans ou 5 ans je venais sur le plateau et que j'expliquais que dans les cryptos ce qui avait le plus solide et le plus évident pour nous économiquement c'était le mining, ça paraissait pas évident. Bon, maintenant ça semble être une activité extrêmement reconnue, solide, et puis surtout on n'a plus toutes ces critiques environnementales. Ça y est, on a compris que c'était une énorme facilité que de critiquer. Il y a même des grands groupes comme KPMG qui reconnaissent. KPMG, en fin d'année dernière, vous avez aussi l'Institut de gestion des risques ici en Europe, en septembre 2023, qui conclut dans son étude que le minage de Bitcoin soutient la transition vers les énergies renouvelables. Il y a Open Dialogue Foundation qui vient de sortir une étude là qui dit la même chose. J'y ai participé, c'est peut-être que j'ai un petit peu assisté, mais vous avez Ticular Research Network, ça c'est en Afrique, qui apporte comme conclusion à son étude que les micro-réseaux peuvent fournir de l'électricité à 600 millions d'Africains qui n'ont pas l'électricité aujourd'hui, que le minage de Bitcoin peut rendre ces micro-réseaux renouvelables opérationnels rapidement et de manière rentable. Bon, et justement, à propos, en parlant de mining sur le territoire africain, on a vu circuler notamment une vidéo sur la ferme des Virunga. Sébastien, c'est votre ferme? Alors oui, c'est une vidéo, surtout ce qui est remarquable, c'est que c'est une vidéo du World Economic Forum, voilà, et qui jusqu'à maintenant n'avait pas de mots assez durs pour qualifier notre activité. Il faut se rappeler qu'en 2017, ils avaient sorti leur fameux « Le Bitcoin aura avalé toute l'électricité mondiale d'ici 2020 ». Et finalement, ils en parlent en bien, c'est ça? Et maintenant, ils en parlent en bien. Donc on n'est pas des grands fans du World Economic Forum, mais en tout cas, ils ont un pouvoir de nuisance qui est énorme. Donc le fait qu'ils ne veulent plus nous nuire, nous satisfait. J'étais le premier surpris à voir cette vidéo paraître, mais avec beaucoup de bonheur. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour le mining. Oui. John Karp, je ne sais pas si le World Economic Forum commence à s'intéresser aux NFT. C'est peut-être... Non, oui, il y a quelque chose? Non, peut-être pas pour tout de suite. Non, mais c'est mieux qu'ils s'y intéressent pas. Ah d'accord, ok. Bon. Je cherchais des liens entre vous, j'en ai trouvé un, déjà. John, on voit que le mining, Sébastien nous dit que le mining ne s'est jamais aussi bien porté. Les NFT, clairement, là, ils sont pas sur leur plus haut, au niveau des cours, en tout cas. Est-ce qu'on peut faire, déjà pour commencer, un petit point marché, entre guillemets, sur le marché des NFT? Est-ce qu'on est en train d'assister à une reprise du marché des NFT?
Honnêtement, on n'est pas en train d'assister à une reprise sur le marché des NFT. Comment est-ce qu'on pourrait le qualifier là? Je pense qu'on est sur une... Enfin, en fait, c'est vrai qu'il y a quelques chiffres qui ont été analysés récemment. On se rend compte, on va dire, qu'au sein de cette grande famille du Web3, quand je dis Web3, c'est, on va dire, les personnes qui jouent sur l'aspect un peu culturel aussi des cryptos, qui sont dans les NFT, qui sont dans le gaming, dans la mode, et qui vont jouer avec des petites images, on va dire aussi, ou sur Internet. Dans cet écosystème-là, il y a clairement des narratifs qui ont pris le dessus sur les NFT et qui sont devenus extrêmement importants. Lesquels, par exemple? Par exemple, notamment ces ordinals, qui sont un peu l'équivalent des NFT sur Bitcoin, qui ont aujourd'hui des volumes significatifs. On a aussi, j'en avais déjà parlé, les meme coins, les meme tokens, vous savez, les fameuses têtes de grenouilles, de chiens, de chats. Maintenant, on a même ça pour les politiques. On a même des cryptos, sûr, notamment liés à Trump avec les élections américaines, liés à Biden, liés à d'autres candidats. Le Biden, qui a été très connu, qui est un dérivé de Joe Biden. Et en fait, aujourd'hui, ces communautés-là, les volumes et les market caps sont sur ces communautés. Il y a un exemple, un des tokens assez connus qui a été créé il y a 1 an, qui est le PP. Vous savez, le PP, donc c'est cette fameuse grenouille rare PP, qui est un mème, qui a eu plein de dérivés artistiques, qu'on retrouve beaucoup sur Internet, un petit côté autodérision qu'on retrouve beaucoup. Il y a un token qui s'est lancé, donc il y a une crypto-monnaie qui s'est lancée il y a 1 an, qui s'appelle le PP. Alors c'était peut-être la 100e qui se lançait sur le même sujet, mais celle-ci a bien marché. Et la market cap du PP aujourd'hui, c'est 6 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire, John? Ouais, allez-y. À titre de comparaison, si vous prenez le top 30 des projets NFT, en cumulé, ils n'arrivent pas à cette market cap de 6 milliards de dollars. Ça veut dire quoi, John? Ça veut dire que finalement, les gens n'achètent, je caricature, mais les gens n'achètent plus des NFT, mais achètent des meme coins. En caricaturant, on peut se dire qu'aujourd'hui, en effet, il n'y a pas de volume sur les NFT, il y a un désintérêt des NFT, et il y a un narratif, il y a une croyance, en tout cas à court terme, vis-à-vis des communautés, qui se fait beaucoup plus sur les meme coins ou voire sur les ordinals que sur les NFT traditionnels qu'on trouvait. Pardon, mais est-ce que ça veut dire que les NFT sont morts? Est-ce que ça veut dire que ce marché ne repartira pas? Alors moi, je vais dire non, évidemment. Moi, je pense qu'au contraire, c'est souvent les moments où personne s'intéresse à un sujet qu'il faut justement s'y intéresser. Et moi, à titre personnel, je continue de m'y intéresser, même si évidemment... Vous continuez à y croire, voilà. Je continue à y croire énormément, puis il y a des fondamentaux sur lesquels il y a une forme de stabilité. Mais c'est vrai que sur cet écosystème en ce moment, même si vous regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a plutôt un petit rejet, une petite résignation. On est dans cette phase un peu de résignation, et a fortiori en partie à cause de Yuga Labs. Peut-être expliquer ce qu'est Yuga Labs pour ceux qui n'en connaissent. Donc Yuga Labs, vous savez, c'est la société qui est derrière les fameux Bored Ape, les fameux singes qui ont défrayé la chronique en 2021. Toutes les célébrités avaient leur propre singe, cette collection de 10 000 pièces qui sont toutes uniques. Qui ont atteint des prix allant jusqu'à... combien d'Ethers ça pouvait aller. Le floor price était... les moins chers en 2021 s'échangeaient à 400 000 ou à 500 000 dollars. Et les plus chers pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Et donc là, aujourd'hui, ces fameux apes, déjà, s'échangent. J'ai même pas contrôlé le prix avant de venir, je suis désolé. Mais on est, en tout cas, je vous parlais de 500 000 $. Ça a bien été divisé, quoi. Ça a été divisé par 10, facilement. Mais au-delà de ça, ce qui est difficile, donc cette communauté, cette société qui est derrière, finalement, c'est une société qui s'est créée, qui est un peu perdue, qui cherche des repères. Parce que c'est quoi l'objet de cette société qui a quand même un maximum de cash, qui a plusieurs centaines de millions d'euros sur son compte, mais qui n'a pas vraiment d'objet clairement défini. C'est-à-dire que si on suit ce qui s'est passé dans cette société depuis 6 mois, ils ont viré leur CEO, Daniel Altman, qui était un ancien d'Activision Blizzard, parce qu'il voulait s'orienter sur le gaming, mais finalement, la communauté n'était pas contente. 2, ils ont racheté un autre projet NFT qui s'appelle les Moonbirds, qui était une collection assez connue de Kevin Rose, qui était un entrepreneur américain. Ça a été extrêmement mal accueilli parce qu'ils ont déjà racheté à tour de bras plein d'autres collections NFT, et puis quand ils les rachètent, déjà elles sont pas très fortes, mais le cours s'effondre encore plus. 3, ils ont aussi l'identité, l'IP, on va dire, la propriété intellectuelle d'une autre grande collection qui sont les CryptoPunks.
qui est un peu la collection emblématique, la plus connue, la plus ancienne, qu'ils avaient racheté à un moment donné. Et ils ont lancé un projet il y a 2 semaines, en collaboration avec une artiste, une grande artiste américaine, qui fait de l'art contemporain. Et cette collection a été très, 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 très mal accueillie par la communauté. Et donc, finalement, tout ce qu'ils font est rejeté. Bon, et ce que vous nous dites, John, c'est que finalement, chez Yuga Labs, ça va pas bien, et sachant qu'ils représentent 70% du marché des NFT, donc c'est en partie pour ça que le marché des NFT est pas très en forme. En effet, c'est ça, et vous avez bien résumé le problème. Je vous ai parlé des CryptoPunks, ils représentent la moitié de la market cap des NFT pratiquement, plus les Bored Apes, plus toutes les autres collections, on n'est pas loin des 70% en effet. Et donc, ils sont à la fois le problème et à la fois potentiellement la solution de ce marché, en attendant que de nouvelles collections arrivent. Bon, Sébastien, vous n'êtes pas très NFT, vous? Non, mais je connais... Même pas Ordinals? Non, du tout. On a beaucoup dit que ça allait rapporter énorme aux mineurs, mais en fait, c'est Epsilon, hein, ça nous a rien rapporté du tout, les Ordinals, donc on n'est pas extrêmement favorable. En revanche, je connais Yuga Labs, là, parce qu'ils ont fait une tête de gorille pour Virunga, donc le parc national dans lequel on exploite nos fermes au Congo. Et ça a rapporté $1 million directement au parc. Ils ont donné $1 million au parc des Virunga, ce qui est énorme, hein. C'est autant que peut-être 7 ou 8 mois de notre mining, donc en une opération marketing. Donc ça m'a aidé à découvrir ton métier. Vous mettez au NFT, c'est officiel? Non, du tout. Du tout, non, mais j'ai tendance à être très critique vis-à-vis de ça, et en fin de compte, quand on creuse un peu, en tout cas, là, ils ont eu une action qui a été extrêmement positive. $1 million pour le parc, c'était énorme. Donc je suis reconnaissant à cette entreprise-là. Voilà, ça c'est sûr. Donc, comme quoi on peut trouver effectivement des cas d'usage des NFT. Pour finir, John, sur quelle blockchain ça pourrait se passer? Sur quelle blockchain les NFT pourraient repartir? Alors déjà, sur la blockchain où ils ont vécu, où ils sont nés, on a les historiques, les Ethereum. On en reparlera à d'autres occasions, mais moi je continue par exemple à acheter de l'art, à acheter notamment de l'art sur intelligence artificielle. Il va se passer des choses. Est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est l'année prochaine? Mais en tout cas, j'ai certaines convictions sur ce sujet-là. Ensuite, c'est vrai que en ce moment, les narratifs se déroulent ailleurs. Je parlais des ordinals sur Bitcoin. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il se passe quelque chose. La semaine dernière, j'ai organisé à Lisbonne Ordinals Lisbonne, justement, avec ces communautés-là qui a un dynamisme, qui a une énergie. Pour inviter Sébastien. Pas forcément. L'année prochaine. Mais tu dis ça, mais à un moment donné, vous allez y passer aussi. J'ai fait 2 conférences au Cameroun là avec des gens qui font du NFT. Et moi, mon propos, c'est d'expliquer qu'il ne faut pas que les gens s'inquiètent, les artistes, parce que souvent ils ont peur de la pollution, de la consommation énergétique des cryptos. Les cryptos, ça pollue et tout. Je dis, vous inquiétez pas, ça se passe pas sur Bitcoin. Et même si ça se passe sur Bitcoin, maintenant tout le monde le sait, le Bitcoin, c'est pas polluant. Bon, donc, vous en parlerez. Non, mais voilà, donc il se passe des choses en tout cas sur Bitcoin en effet, et ça reste quelque chose d'assez fort parce que ça reste sur la blockchain Bitcoin qui est la plus décentralisée, l'historique, et on va dire celle qui a priori ne disparaîtra pas. Mais au-delà de ça, après il y a d'autres choses qui se passent sur des layer 2, on va dire d'Ethereum, notamment sur Base ou sur Blast ou sur d'autres écosystèmes qui ont le vent en poupe en ce moment. Il nous reste quelques secondes. Aussi, on voit que ça se réveille pas mal sur Solana. Sur Solana, il se passe toujours, enfin ça reste des collections assez fortes aujourd'hui. On en parle un tout petit peu moins en ce moment, mais en effet Solana reste une des grosses valeurs de cette année, c'est sûr, sur les NFT. D'accord. Bon. Vous voyez, comme quoi on voit pas les choses de la même manière. Pour nous, Solana, c'est le shitcoin absolu. Bon, on continuera à se débattre. On fera une émission ensemble. Voilà. Je sens qu'on peut trouver des points communs. Non, mais avec plaisir. Je sens qu'il y a des points communs à trouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Sébastien Gouspillou, spécialiste du minage et cofondateur de Big Block Green Service. Merci. Et John Karp, notamment fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.